Berceau de l'histoire de France, la cité ligérienne offre aux visiteurs de véritables trésors architecturaux. Mais ce qui intéresse Noémie, c'est la Loire. La Loire, c'est vraiment le cœur de la région. Et où qu'on aille, à Orléans ou ailleurs, il y a des points de vue de Loire qui sont vraiment magnifiques. Celui qui va lui raconter l'histoire de ce fleuve mythique, c'est Bertrand, un marinier connu de tous comme l'une des mémoires vivantes d'Orléans. J'avais fait avec toi une balade quand j'étais animatrice périscolaire, j'avais amené des enfants et j'en garde un super souvenir. Je sais pas si tu te rappelles. Bah si, je me rappelle bien de toi, de ton enthousiasme et de ton amour d'Orléans. Si tu veux tester un petit peu, vas-y. Tu la tiens bien et tu regardes devant et tu la fais dérouler, voilà. Ah ouais, bah c'est très physique. 1, 2, 3, allez, faut qu'elle touche le fond, t'es pas au fond là. Ah ouais, mais il est où le fond? Ah bah le fond là, on a repris du fond. Allez. Non, je suis pas au fond. Ah bah c'est pas facile, hein. Voilà, donc tu vois le travail. Ce qui me fascine, c'est vraiment le fait que la Loire, c'est quand même un fleuve magique, parce qu'on y retrouve à toute heure de la journée, que ce soit le matin, le soir, des lumières, une ambiance. Moi, j'adore être ici. C'est vrai. Ce que je dis toujours, quand on arrive sur la Loire, bah voilà, instantanément, même si on est au cœur de la ville, on est tout de suite dans un autre milieu et tout le monde s'y sent bien. C'est magique. Si la Loire est aujourd'hui un havre de paix qui vient rompre le tumulte citadin, elle n'a pas toujours été si paisible. La Loire, ça a été un des principaux axes de transport et d'échange à travers toute la France pendant plusieurs centaines d'années. Ouais, qu'est-ce qu'on y ramenait sur cette Loire? Alors sur la Loire, on ramenait tous les produits qu'on descendait. Depuis les montagnes, on a fait des vallées, des arbres, du charbon, des minerais. Et puis on va avoir aussi une marine remontante, puisque la force de la Loire, c'est qu'elle va directement à l'océan. Et le vent, quand il souffle, il va permettre de remonter les bateaux jusqu'à Orléans. Donc la Loire, elle pouvait se naviguer dans les deux sens? Tout à fait. D'accord, donc c'était vraiment un embouteillage, un monstre ici. Ah ben, au XVIIIe siècle, la Loire, ça va être une autoroute. Le port d'Orléans, au XVIIIe siècle, c'est 10 602 bateaux qui arrivent à l'année la plus fréquentée. On a du mal à s'imaginer. Voilà, 400 000 tonnes de marchandises, 1000 employés portuaires, avec du monde partout. Et fallait y aller, hein. Parmi les nombreuses cargaisons embarquées sur les bateaux naviguant sur la Loire, se trouvaient des barriques gorgées des vins de la région. Une marchandise qui a permis d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire d'Orléans. Les vins qui étaient embarqués, d'Anjou, de Chinon, etc., c'est arrivé qu'ils restent très longtemps dans les tonneaux sur les bateaux. Et la barrique, au bout d'un moment, la barrique de vin, elle tourne. En vinaigre. Donc quand tu arrives au port d'Orléans avec tes barriques de bon vin de Chinon qu'on tournait aigre, oui, t'es bien embêté parce que tu perds de l'argent. Et donc ils en faisaient quoi? Eh ben on va s'apercevoir que le vinaigre, la première propriété, c'est quoi? Je sais pas. C'est de conserver les aliments. Oui. Et que ça coûte beaucoup moins cher que le sel. Et là va se développer un essor avec 300 maîtres vinaigriers à Orléans. Et à Orléans, moi quand j'étais enfant, ça sentait le vinaigre dans toute la ville. Et cette odeur-là, elle est exceptionnelle. Noémie tient à explorer ce qu'il reste de l'âge d'or du vinaigre d'Orléans. Elle nous mène dans la vinaigrerie la plus célèbre de la ville, où, comme autrefois, le vinaigre repose dans des fûts en chêne. C'est Paul Claude-Pierre qui va lui révéler les secrets de ce condiment artisanal. Bonjour Paul. Bonjour Noémie, comment tu vas? Bah ça va, qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, là je suis en train de prélever un petit peu de vinaigre de mes barriques pour voir comment évolue la couleur de notre vinaigre. Moi je suis ravie d'être là parce que c'est vraiment un pan d'histoire de l'Orléanais. C'est la dernière maison vinaigrière d'Orléans. Bah absolument. Ici, tu es dans une maison qui a été créée en 1797 et on fait du vinaigre selon la méthode traditionnelle orléanaise. Et qu'est-ce qui différencie cette méthode-là des autres? Alors, si tu prends la méthode industrielle, tu vas prendre des grandes cuves en inox, du vin, tu vas injecter des bactéries, de l'oxygène à grande dose, et tu vas avoir un vinaigre de vin prêt au bout de 3 jours maximum. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Nous, la spécificité de cette méthode, c'est justement de laisser le temps. On va faire fermenter dans des fûts de chêne et non pas des cuves en inox notre vin. Et puis derrière, on va le maintenir dans d'autres fûts de chêne pour le faire vieillir. Noémie va maintenant avoir la chance de participer à la confection du vinaigre d'antan. C'est auprès de Patrice,
qu'elle va pouvoir reproduire des gestes traditionnels que l'on perpétue depuis des siècles. Bonjour Noé. Bonjour Patrice, qu'est-ce que tu fais? Alors là, je suis en train de contrôler que les bactéries travaillent bien dans les tonneaux. Et en fait, les bactéries vont former une pellicule au-dessus du vinaigre. C'est ce qui permet de transformer le vin en vinaigre. C'est une fermentation naturelle. Donc les bactéries vont consommer l'alcool du vin et transformer cet alcool en acide acétique. C'est ça qui donne l'odeur au lieu. C'est ce qui donne D'ailleurs, l'odeur et ça c'est ce pique qui un donne peu la le nez. chaleur. Ça dégage un gaz. Ça veut dire que la fermentation se fait correctement dans nos tonneaux. Ok, donc c'est un gage de bonne qualité. De bonne qualité et de bon vinaigre. C'est vrai, je vois une petite pellicule, ça reste quand même assez fin, c'est dur à visualiser, il faut vraiment avoir l'habitude. Oui, C'est particulier. c'est une technique, c'est un savoir-faire. Donc celui-ci, si vous le contrôlez, Alors là, non, là je vois pas de pellicule, je vois pas de calque, c'est plutôt clair en fait. voilà. La transformation, la fermentation ne se fait pas. On va être obligé de remettre des bactéries. Un peu comme une insémination. Tout à fait, c'est pareil. Ok, ça marche. Pour relancer la fermentation dans les barriques plus fragiles, il faut transférer le voile bactérien d'un tonneau à l'autre. Voilà, on remonte gentiment. Une opération délicate. Donc là, on contrôle qu'on a bien une pellicule transparente. C'est quand même discret, hein, comme Tout à fait, c'est comme très val, fin. hein. Faut vraiment bien regarder. Hein. Et tout ça, c'est des petites bactéries. Et cette pellicule, on va aller la mettre dans le tonneau d'à côté là-bas. Donc, on va aller se mettre à la surface et on va déposer le voile et on ressort la baguette en laissant le voile Sans en mettre partout. à l'intérieur. Et on contrôle que notre voile est bien dans le tonneau. C'est bon. Voilà, Parfait. très bien. Une fois la fermentation achevée, à l'instar des bons vins, les vinaigres seront vieillis. Les plus raffinés d'entre eux peuvent atteindre 20 ans d'âge. Notre voyage dans le Loiret, à travers le regard de Noémie, se poursuit au gré des cours d'eau. Au fil des siècles, les transports fluviaux du Loiret se sont développés pour donner naissance à un impressionnant maillage de canaux qui s'étend sur 470 km. Noémie souhaite nous faire découvrir le canal de Briare, un écrin de nature qui nous plongera dans un dépaysement total. Si elle a souvent longé le canal à vélo, elle s'apprête à le découvrir en bateau, grâce à Claudie, pour qui le canal n'a plus de secret. Vas-y, monte. Super, allez on y va. On y va. Claudie a organisé pendant plus de 20 ans des croisières sur les canaux entourant la Loire. Aujourd'hui encore, elle s'y balade régulièrement. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là quand même. Ah oui. Moi ce que j'aime bien sur le canal c'est vraiment cet aspect nature et puis je me sens hyper apaisée. C'est vraiment reposant et C'est ça fait du calme, bien. reposant. Puis tu vois, il y a une chose aussi. C'est qu'à chaque virage, t'as beau connaître le trajet, tu vois des choses différentes. Le canal de Briare, long de 54 km, est aussi le plus ancien de France. Son histoire remonte au début du XVIIe siècle. Henri IV, se relevant à peine des guerres de religion, a pour ambition de réduire les disettes afin d'éviter les émeutes dans le royaume. L'approvisionnement de Paris est l'une de ses préoccupations principales. À cette époque-là, les bateaux arrivaient par la Loire, au port d'Orléans. Les marchandises étaient chargées sur des chariots qui empruntaient la forêt d'Orléans pour rejoindre Paris. Mais la forêt était peuplée de brigands et les chariots n'arrivaient jamais à bon port. C'est pour ça que Henri IV et Sully ont demandé en 1604 le percement de ce canal de Briare. Le canal, censé relier la Loire à la Seine, est l'un des ouvrages les plus importants de Sully. Mais le coût exorbitant du projet et l'assassinat d'Henri IV en 1610 interrompent le chantier pendant plus de 25 ans. Et là, les Briarois vont aller voir Louis XIII à Paris et vont lui demander l'autorisation de terminer les travaux du canal à leurs frais. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient très riches. Et puis, ils vont demander aussi l'autorisation à Louis XIII de fonder la Compagnie des Seigneurs du Canal
de Loire en Seine. Ah bah oui, de Loire-en-Seine. Et voilà. Alors donc cette compagnie va terminer les travaux du canal et elle exercera ses fonctions jusque dans les années 1870. Et pourquoi ça s'est arrêté après? Et bien, il y a l'installation du chemin de fer menace leurs intérêts qui sont très florissants et ils vont vendre à l'État le canal. Moi j'ai une petite anecdote, parce qu'en fait, figure-toi que mon mari est descendant d'un seigneur qui a construit le canal de Briare. Ah ça, c'est extraordinaire. Donc toi, moi ça me touche vraiment d'être ici. Je suis sur les traces de mon histoire. Ah oui, exactement. Notre découverte de cette contrée verdoyante nous mène à quelques encablures sur le canal latéral à la Loire, où se dresse fièrement le clou de la visite, le pont-canal de Briare, construit en 1889. Et voilà le fameux pont-canal de Briare devant toi. C'est magnifique. Je pensais pas que ce serait aussi charmant. Ah, c'est vraiment une construction fin 19e, avec tout ce que ça comporte, de charme, d'élégance aussi. C'est des gargouilles qu'on voit. C'est ce que l'on appelle quand des on arrive. chimères. Des chimères. Elles sont censées protéger le pont. Ce pont navigable, long de 663 mètres, enjambe la Loire et permet de relier le canal latéral à la Loire au canal de Briare, sans passer par le lit du fleuve. Car la Loire capricieuse condamnait les mariniers à s'enliser dans le sable en été et à affronter de violentes crues en hiver. C'est le plus long pont-canal métallique d'Europe. En parlant de métallique, c'est bien Gustave Eiffel qui a construit ce pont. Non, on va rendre à César ce qui est à César. Gustave Eiffel n'a réalisé que les 14 piles en maçonnerie sur lesquelles repose la partie métallique. Et la partie métallique est due à un ingénieur qui s'appelait Monsieur Mazoyer. Pour le coup, ça a dû être un chantier vraiment impressionnant. C'était un chantier impressionnant. 2000 ouvriers ont travaillé pendant 4 ans et il a fallu pas moins de 5 millions de rivets pour assembler la partie métallique. C'est vraiment hyper impressionnant. C'est quelque chose quand même à voir une fois dans sa vie. Ah oui, et puis même à revoir. Cette œuvre d'art n'est pas seulement impressionnante pour son élégance, c'est aussi une véritable prouesse technique. L'usine élévatoire, située aux abords du pont, permet d'en prendre la mesure. C'est ici que dès la fin du 19e siècle, l'eau est acheminée sur le pont-canal. Yannick Seguin, responsable de l'exploitation de l'usine, s'apprête à remonter le temps avec Noémie. Au moment où on a construit ce magnifique pont-canal, on a créé cet ensemble-là qui est l'usine élévatoire de Briare. Au départ, c'était quoi? C'était une grande machine à vapeur et pour avoir une idée de la taille, tout simplement, c'est la taille de l'ensemble du bâtiment. C'était gigantesque. Quelque chose d'énorme. Bon, la fée électricité est arrivée dans les années 30, donc rapidement, on a abandonné tout ce système-là, on a tout enlevé et on a remplacé tout ça par ces moteurs électriques de 1933. D'accord. On parle beaucoup de machines, mais on parle pas beaucoup d'eau. Elle est où, l'eau, justement? Alors, viens, je vais t'emmener la voir. Ça marche. Yannick mène Noémie dans les entrailles de la machine. Alors voilà, on va retrouver l'eau. Regarde là en bas. Tu vois l'eau qu'il y a là? Eh bien, c'est l'eau de la Loire. T'es en train de me dire que la Loire, elle passe juste en bas? Alors, la Loire ne passe pas réellement juste en bas, mais on a creusé un tunnel qui fait 300 mètres de long, sous le coteau, et qui rejoint la Loire. Et le niveau d'eau qui est ici, c'est le niveau d'eau de la Loire. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer la Loire sous l'usine élévatoire. C'est impressionnant. Alors, c'est impressionnant. Oui et non. Aujourd'hui, la Loire est basse. C'est pas très impressionnant. Mais si on regarde là sur le mur, on voit les niveaux que la Loire a pu atteindre quand elle était en crue. C'est-à-dire que le niveau de la Loire est arrivé quasiment jusqu'ici. Alors comment ça marche? On a des pompes qui vont prendre cette eau et les faire remonter dans ces tuyaux sur 42 mètres de hauteur. D'accord. Arrivé en haut, on va la faire redescendre tout doucement sur 12 km pour atteindre le canal. Le plus étonnant dans ce lieu se trouve devant la façade de l'usine. Un élément qui va plonger Noémie dans le quotidien des ouvriers de la Belle Époque. Alors regarde, je vais te montrer une dernière petite chose. Attention. Attends, mais on est où, là? C'est Versailles, c'est quoi, ça? Alors c'est comme à Versailles, sauf qu'à Versailles, c'était pour faire plaisir au roi. Chez nous, ça a une fonction un petit peu plus importante. Tu vois, avant, les gens qui s'occupaient de l'usine élévatoire, notamment quand on était avec la vapeur,
il devait charger en charbon en permanence. D'accord. Mais comment savoir s'il y avait encore de charbon ou pas? Ben en fait, ce que tu vois là, ce jet-là, il est branché directement sur les tuyaux qu'on a vus en bas. D'accord. Et donc, dès lors que l'eau commençait à descendre, ça veut dire qu'il manquait de pression. Et donc, on ne pouvait plus. Et donc, ils allaient, le soir, la nuit, remettre du charbon pour repartir. Voilà C'est comment hyper ça ingénieux. fonctionnait. Ah ouais. Et c'est le même système qu'à Versailles. Un peu la classe quand même. Un peu.